Il est tout à fait évident que la plupart d'entre nous sont intellectuellement confus. Nous voyons que des guides ou des têtes ainsi appelées dans tous les secteurs de la vie n'ont pas de solution complète à nos différents problèmes. Les partis politiques nombreux et antagonistes, à droite ou à gauche, ne semblent pas avoir trouvé la bonne solution à nos dissensions nationales et internationales. Et nous voyons également le traitement socialement, une destruction complète des valeurs morales. Tout autour de nous semble se désintégrer. Les valeurs morales et éthiques sont devenues une simple question de tradition sans trop de sens. La guerre, le conflit entre la droite et la gauche semble un facteur constant et fréquent dans nos vies. Partout, vous voyez la destruction et la confusion. En nous, nous sommes complètement confus, bien que nous n'aimions pas l'admettre. Nous voyons la confusion en toutes choses, et nous ne savons pas ce que nous devons faire. La plupart d'entre nous, reconnaissant cette confusion, cette incertitude, veut faire quelque chose. Et combien plus confus nous nous trouvons, plus nous voulons agir avec impatience. Ainsi, pour ceux qui ont déjà reconnu qu'il y a de la confusion dans leur propre et autour d'elles-mêmes, l'action devient extrêmement importante. Mais si un homme est confus, comment peut-il agir? Tout ce qu'il fait, quelle que soit sa méthode d'action, doit être confus. Et cette action, naturellement et sans faille, entraînera plus de confusion. Quel que soit le parti, l'institution ou l'organisation qui appartient, jusqu'à ce qu'elle ne s'écarte pas de lui-même, la confusion, quoi qu'il fasse, produisent nécessairement un plus grand chaos. Que devons-nous faire alors? Qu'est-ce qui devrait faire un homme qui se sent sincère? Un désir sincère de dissiper la confusion en lui-même et autour de lui. Quel est votre premier devoir? Agir ou dissiper la confusion en vous et donc hors de vous? Je trouve cette question importante que la plupart d'entre nous se déplacent de faire face. Nous voyons tellement de troubles sociaux pour avoir besoin d'une réforme immédiate que l'action devient un processus absorbant. Anxieux comme nous faisons quelque chose, nous passons bientôt l'action. Nous essayons de promouvoir des réformes, d'entrer dans les partis politiques à gauche ou à droite, mais nous constatons bientôt que les réformes ont besoin d'autres réformes. Les patrons doivent se regrouper, les organisations s'organisent mieux, etc. Chaque fois que nous essayons d'agir, nous constatons que l'agent lui-même est la source de confusion. Que devrait alors faire de cet homme? Peut-il agir confus? Comment est-il ou rester inactif? C'est le problème qui se présente à la plupart d'entre nous. Nous craignons d'être inactifs. Et vous collecter pendant un certain temps pour étudier l'ensemble du problème nécessite une intelligence extraordinaire. Si vous avez retiré un certain temps pour reconsidérer, pour évoquer le problème, vos amis, vos camarades, vous considéreraient comme une évasion. Vous deviendriez socialement inexistant, ce ne serait nulle part. Si quand tout le monde secoue des drapeaux et que vous ne le faites pas, si quand tout le monde met un capuchon particulier et que vous ne portez pas ce capuchon, vous vous sentez oublié. Et comme la plupart d'entre nous n'aiment pas être en arrière-plan, nous nous tirons vers l'action. Ainsi, il est très important de comprendre le problème de l'action et de l'inaction. Il n'est pas nécessaire d'être inactif, de considérer le problème dans son ensemble. Bien sûr, nous devons continuer à respecter notre responsabilité quotidienne pour obtenir une subsistance. Toutes les choses nécessaires doivent continuer. Mais les commissions politiques, religieuses, sociales, groupes, etc. Y a-t-il un besoin de leur appartenir? Si nous avons beaucoup d'engagement, nous n'aurons pas besoin de reconsidérer que nous analyserons à nouveau tout le problème de l'existence. Et pour cela, il n'est pas nécessaire, pour l'instant, que nous nous éloignions pour étudier, réfléchir et méditer. Cette suppression n'est pas vraiment une action. Dans cette inaction si appelée, il y a une action extraordinaire pour reconsidérer toute la matière, révoquer, méditer sur la confusion dans laquelle nous vivons. Mais pourquoi avons-nous si peur d'être inactifs? Est-ce que l'inaction considère à nouveau un problème? Bien sûr. Sans aucun doute, qui évite l'action est l'homme qui est actif, sans reconsidérer le problème. C'est la vraie évasion. Il est confus, échappé à sa confusion, son insuffisance, se jette dans l'action, entre dans une société, un parti, une organisation,
s'enfuit en fait du problème fondamental qui est la confusion. Nous employons donc gravement les mots. L'homme qui se lance dans l'action sans reconsidérer le problème pense qu'il réformera le monde avec le simple pour entrer dans une société ou un parti. Cet homme crée plus de confusion et un plus grand dédain. Bien que l'homme qu'ils appellent inactif, car il est retiré et a sérieusement étudié le problème, il ne fait aucun doute que cet homme est beaucoup plus actif. À notre époque, surtout lorsque tout le monde est au bord de la falaise et que des événements catastrophiques se déroulent, il n'est pas nécessaire que quelques-uns, au moins, soient inactifs et délibérément rétrécis grâce à cette machine d'action atomique, qui ne produit que plus de confusion et un plus grand chaos. Droite. Ceux qui se sont engagés à se retirer et non à la vie, pas aux activités quotidiennes, mais à se retirer pour découvrir, étudier, explorer, étudier la cause de la confusion. Et pour réaliser, découvrir, explorer, il n'est pas nécessaire de respecter de nombreux plans et régimes de ce qu'une nouvelle société devrait ou ne devrait pas être. Ces plans, bien sûr, sont inutiles du tout, car l'homme qui est confus et ne prend soin que de mettre certains plans en pratique provoquera une plus grande confusion. Par conséquent, comme je l'ai déjà dit, érodictif, ce qui compte le plus si nous voulons comprendre la cause de la confusion, c'est la connaissance de soi. Sans nous comprendre, il ne peut y avoir d'ordre dans le monde. Sans exploiter le processus de pensée, de sentiment et d'action en nous-mêmes, il n'y aura jamais de possibilité de paix mondiale, d'ordre et de sécurité. Par conséquent, l'étude de soi est d'une importance primordiale et non constitue un processus d'évasion. Cette étude d'elle-même n'est pas une simple inaction. Au contraire, cela nécessite une perception extraordinaire dans tout ce que nous faisons. Une perception dans laquelle il n'y a pas de jugement, de condamnation et de censure. Cette perception du processus total de lui-même dans la vie quotidienne n'est pas limitante, mais toujours extensible, toujours illuminative. Et cette perception survient l'ordre, d'abord en nous-mêmes, puis à l'extérieur, dans nos relations. Le problème est donc une relation. Sans relation, il n'y a pas d'existence. Être est d'être en relation. Si je n'utilise que des relations sans me comprendre, le trouble est augmenté et contribue à une plus grande confusion. La plupart des gens ne semblent pas réaliser ce fait, que le monde est mes relations avec quelqu'un d'autre. Et, avec un ou plusieurs, mon problème est mes relations. Ce que je suis, je projette. Il est évident que si je ne me comprends pas, chaque vie de relation n'est que la confusion et l'extension en cycle de plus en plus important. Mes relations assument une importance extraordinaire. Pas des relations avec la messe si appelée, mais dans le monde de ma famille et de mes amis, pour que ce soit peu, mes relations avec ma femme, mes enfants, mon voisin, dans le monde des vastes organisations, de vastes mobilisations d'individus, des mouvements de masse, nous avons peur d'agir à petite échelle. Nous avons peur d'être des gens insignifiants, occupés à nettoyer leur propre petit terrain. Et nous nous disons, personnellement, que puis-je faire? J'ai besoin d'adhérer à un mouvement collectif afin de promouvoir la réforme. Au contraire, la véritable révolution n'est pas réalisable par les mouvements collectifs, mais par une réévaluation intérieure des relations, qui seule est une véritable réforme, la révolution radicale et continue. Nous craignons de commencer à une échelle modeste. Parce que le problème est si vaste, nous pensons que nous devrions y faire face avec des foules de personnes, avec une grande organisation, avec des mouvements collectifs. Eh bien, nous devons commencer à résolver le problème à petite échelle. Et cette petite échelle est le soi. Et vous, quand je me comprends, je te comprends. Et de cette compréhension, l'amour est né. L'amour est le facteur qui manque. Le manque d'affection, de cordialité dans les relations. Et pourquoi cet amour manque-t-il, cette tendresse, cette générosité et cette compassion dans nos relations s'est échappée à l'action de masse,
qui produit une plus grande confusion et une plus grande misère. Nous remplissons nos cœurs de plans pour la réforme du monde, méprisant le seul facteur de résolution, qui est l'amour. Quoi qu'il en soit, sans l'élément régénérant de l'amour, tout ce que vous faites produira plus de chaos. L'action de l'intellect ne produira aucune solution. Notre problème est les relations et non quel système, quel plan nous devons suivre, quel type de nation unie nous devons former. Le problème est le manque total de bonne volonté dans les relations. Pas avec l'humanité, ce que je ne sais pas ce que cela signifie, c'est le manque total de bonne volonté et d'amour-relation entre deux personnes. Avez-vous vérifié à quel point il est extraordinairement difficile de travailler avec quelqu'un d'autre? Étudier un problème avec 2 ou 3? Si nous ne pouvons pas étudier des problèmes avec 2 ou 3, comment pouvons-nous étudier avec une foule? Nous ne pouvons étudier les problèmes ensemble que lorsqu'il y a cette générosité, cette bienveillance, cette cordialité de l'amour dans nos relations. Mais nous rejetons l'amour et cherchons à trouver la solution dans le terrain aride de l'esprit. Les relations sont donc notre problème. Et si nous ne comprenons pas les relations et dans les relations actives, nous produirons une plus grande confusion et une plus grande souffrance. L'action est une relation. Être est d'être en relation. Quoi que vous fassiez, une personne veut se retirer sur une montagne ou s'installer dans une forêt, elle ne peut pas vivre isolément. Il n'est possible de vivre qu'en relation avec elle. Jusqu'à ce que nos relations ne soient pas comprises, il ne peut y avoir d'action correcte. L'action correcte vient de la compréhension des relations, qui révèle le processus de nous-mêmes. La connaissance de soi est le début de la sagesse. C'est un champ d'affection, de cordialité et d'amour. Et donc un riche champ de fleurs. Chaque problème humain nécessite beaucoup d'études, et pour comprendre le problème, il ne devrait pas y avoir de rejet ou d'acceptation. Ce que nous condamnons, nous ne comprenons pas. Nous devons donc examiner le problème du sexe de très près, très largement, et avec tous les soins pas à pas, comme je veux le faire maintenant. Je ne précéderai pas ce qui est dû et ce qui ne devrait pas être fait, car cela est stupide, dénote un regret sans échéance. Une norme pour la vie ne peut pas être établie en installant la vie dans une image des idées. Et parce que la société met inévitablement la vie dans le cadre de l'ordre moral, la société engendre toujours un trouble. Dans ces conditions, pour comprendre ce problème, nous ne devons ni condamner ni justifier, mais l'étudier d'une manière entièrement nouvelle. Eh bien, quel est le problème? Le sexe est-il un problème? Voyons ensemble. Ne vous attendez pas à ma réponse. Si c'est un problème, pourquoi est-ce? Avons-nous fait un problème? La pénurie est-elle devenue un problème? Les causes évidentes de pénurie et de faim sont le nationalisme, les divergences de classe, les limites économiques, les gouvernements séparés, les moyens de production entre les mains de quelques facteurs religieux et séparatifs, etc. Si nous essayons d'éliminer les symptômes sans désarmer les causes, si au lieu d'attaquer la racine, nous élaguons simplement les branches, car c'est beaucoup plus facile, cela continue d'exister le même vieux problème. De même, pourquoi le sexe est-il devenu un problème? Pour restaurer l'impulsion sexuelle, maintenez-le dans certaines limites, l'institution du mariage a été créée. Et, dans le mariage, il y a des portes fermées entre 4 murs. Chacun peut faire ce qu'il veut, tout en conservant une façade respectable. L'utilisation de votre femme pour la satisfaction sexuelle peut la transformer en prostituée, et cela est parfaitement respectable. Sous le déguisement du mariage, vous pouvez être pire qu'un animal. Et sans mariage, ne pas avoir de frein, ne connaît pas les frontières. Ainsi, afin de franchir une limite, il établit la société certaines lois morales qui deviennent la tradition. Et dans cette limite, nous pouvons être immoraux et ignobles à volonté. Et cette incontinence sans engagement, la vie sexuelle transformée en habitude, est considérée comme parfaitement normale, saine et morale. Mais pourquoi le sexe est-il un problème? Pour un couple, le problème du sexe est-il? Absolument. Les hommes et les femmes ont une source garantie de plaisir constant. Lorsque vous avez une source de plaisir constant, lorsque vous avez un bon revenu,
Que se passe-t-il? Nous sommes devenus ternes, fatigués, vides, épuisés. Avez-vous remarqué que les gens pleins de vitalité, avant le mariage, après se marier, deviennent ternes? Toutes les sources de vitalité s'y sont séchées. N'avez-vous pas remarqué cela chez vos propres enfants et filles? Pourquoi le sexe est-il devenu un problème? C'est un fait breveté. Que le plus intellectuel est, plus il est sexuel. Tu n'as pas remarqué ça? Et que plus il y a de sentiments, d'affabilité, d'affection, moins il y a du sexe. Parce que toute notre culture sociale, morale et éducative est basée sur la culture de l'intellect. Le sexe est devenu un problème plein de confusion et de conflits. Par conséquent, la solution du problème sexuel réside dans la compréhension de la culture d'intellect. L'intellect n'est pas l'instrument de la création. Et la création ne dépend pas du fonctionnement de l'intellect. Au contraire, il n'y a que la création lorsque l'intellect est silencieux. Ce n'est que lorsqu'il y a la création. Cela signifie-t-il à fonctionner à partir de l'intellect. Mais sans création, sans affection créative. La simple fonction de l'intellect crée évidemment le problème du sexe. Comme beaucoup d'entre nous vivent du cerveau, comme beaucoup d'entre nous vivent avec des mots, et les mots sont des produits de l'esprit. La plupart des gens ne sont pas créatifs. Nous sommes entièrement occupés par des mots, faisant toujours de nouveaux mots. Et réadapter les vieilles femmes. Ce n'est certainement pas la création, car nous ne sommes pas des créateurs. La seule possibilité de l'expression créative qu'il nous reste est le sexe. Dans l'acte sexuel, il y a l'oubli. Et c'est seulement pour oublier qu'il y a de la création. L'acte sexuel, par une fraction de seconde, nous donne la libération de moi, qui est l'esprit. Et c'est pourquoi il est devenu un problème. Sans aucun doute, il n'y a que la possibilité de création en l'absence de pensée qui appartient à soi, à la mienne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué qu'à des moments de grande crise, en période de grand bonheur, la conscience de soi et du mien, qui est le produit de l'esprit, disparaît. En ce moment d'appréciation dilatée de la vie, d'une joie intense, il y a la création. Exprimant simplement, lorsque le soi est absent, il y a la création. Et puisque nous vivons sur le terrain aride de l'intellect, nous n'avons trouvé aucun moment d'absence de soi. Au contraire, dans ce terrain, dans cette lutte à être, il y a une expansion exagérée de soi. Et il n'y a pas de création. Le sexe devient le seul moyen de créer, de vivre l'absence de soi. Et dès que le simple acte sexuel devient une habitude, elle devient également sautage et donne plus de force à la continuité de soi. Et ainsi convertir le sexe en un problème. Pour résoudre le problème du sexe, c'est à nous de le considérer, non pas à un certain niveau de pensée, mais de tous côtés, dans tous les aspects, émotionnels, éducatifs, religieux et moral. Lorsque les jeunes ont un fort sentiment d'attraction sexuelle et que nous nous marions, ou que nous sommes donnés en mariage à nos parents, comme cela se produit ici à l'Est aux parents, cela n'intéresse souvent que les enfants et les filles. Et le couple, le jeune homme et la jeune femme, aucune connaissance n'a des affaires sexuelles. Par la loi sacrée de la société, le mari peut opprimer sa femme, la détruire, donner à ses enfants chaque année. Et tout cela est très bien. Sous le déguisement de la respectabilité, il peut devenir une personne complètement immorale. Il faut comprendre et éduquer le garçon et la fille. Et cela nécessite une intelligence extraordinaire de la part de l'éducateur. Malheureusement, les pères et les mères de nos précepteurs ont besoin de cette même éducation. Ils sont aussi insipides que le lavage de l'eau. Ils ne savent que ce qui est dû et ce qui ne doit pas être fait. Ils ne connaissent que des tabous. Ils manquent d'intelligence à ce problème. Pour aider le jeune homme et la jeune femme, un nouveau précepteur vraiment poli est nécessaire. Mais par le cinéma et publicité, avec leurs filles transportées par le Nord, leurs femmes obscènes et leurs somptueuses maisons, et par divers autres moyens, la société stimule les valeurs sensuelles. Que pouvez-vous attendre de là? Si vous êtes marié, l'homme est satisfait aux dépens de sa femme. Si vous êtes célibataire, vous chercherez quelqu'un caché.
C'est un problème difficile de susciter l'intelligence des jeunes et de la jeune femme. Partout où les êtres humains s'explorent pour le sexe, la propriété dans les relations et religieusement, il n'y a rien de même de créateur. Tout à fait le contraire. La méditation constante, les rites, les plus petits, sont des actes mécaniques purs avec certaines réactions. Mais ce n'est pas le créateur de la pensée, ce n'est pas un créateur vivant. Religieusement, nous ne sommes que des traditionalistes. C'est pourquoi il n'y a aucune enquête fructueuse sur la découverte de la réalité. Le religieux est subordonné à une discipline, et lorsqu'il y a une discipline, au sens militaire ou religieux, il ne peut certainement pas avoir une action créative. Par conséquent, cherche l'expression créative dans le sexe, orthodoxie, rite, discipline et dogmatisme, afin qu'il puisse être créatif. Et le problème du sexe ne sera plus aussi grand ou aussi dominant. Il y a un autre aspect de ce problème dans le sexe entre hommes et femmes. Il n'y a pas d'amour. La femme n'est utilisée que comme moyen de satisfaction sexuelle. Positivement, messieurs, l'amour n'est pas le produit de l'esprit. L'amour n'est pas le résultat de la réflexion. L'amour n'est pas le fruit d'un contrat. Ici, dans ce pays, le jeune homme et la jeune femme se marient presque sans se connaître et avoir des relations sexuelles. Ils s'acceptent en disant « Vous me donnez cela, et je vous donne cela » ou « Vous me donnez votre corps, et je vous donne ma sécurité, vous donne mon affection calculée ». Quand le mari dit « Je t'aime », c'est une pure réaction de l'esprit, parce que cela donne à la femme une certaine protection, attend et obtient des concessions d'elle. Ces relations de calcul sont appelées amour. C'est le fait breveté. Je peux vous déplacer d'avoir exprimé cela si brutalement, mais c'est le vrai fait. Ce genre de mariage dit qu'il est fait par amour. Mais ce n'est qu'un simple échange commercial. C'est un mariage de saint doux, révélant l'état d'esprit de la foi. Peut-il y avoir de l'amour dans ce mariage? Pouvez-vous vraiment? L'amour n'est pas quelque chose de l'esprit, mais comme nous cultivons l'esprit, nous utilisons le mot amour, couvrant la sphère de l'esprit. Maintenant, résolument, l'amour n'a rien à voir avec l'esprit. Ce n'est pas le produit de l'esprit. L'amour est du tout indépendant du calcul, pensée. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, alors la structure du mariage, en tant qu'institution, devient une nécessité. Quand il y a de l'amour, le sexe n'est pas un problème. C'est le manque d'amour qui en fait un problème. Tu ne sais pas ça? Quand tu aimes vraiment quelqu'un, profondément, pas avec l'amour de l'esprit, mais avec cet amour qui vient du cœur, vous vous donnez, à lui ou à lui, tout ce qu'il y a, non seulement le corps, mais tout. Dans votre tribulation, vous vous demandez de l'aide, et cela vous donne. Il n'y a pas de division entre l'homme et la femme quand il aime quelqu'un. Mais il y a un problème sexuel lorsque vous ne connaissez pas cet amour. Nous ne connaissons que l'amour de l'intellect. La pensée la produit, et un produit de la pensée est toujours pensé. Jamais aime. Le problème du sexe, car il n'est pas simple et ne peut pas être résolu à son propre niveau. Vouloir le résoudre biologiquement est seulement absurde. Accéder à lui par religion ou essayer de le résoudre comme s'il n'était qu'une question d'ajustement physique, de fonctionnement glandulaire ou de l'entourant de tabous et de convictions est très piscine et stupide. Ce problème nécessite une intelligence d'ordre supérieur. Nous comprendre dans nos relations avec d'autres personnes nécessite une intelligence beaucoup plus agile et subtile que de comprendre la nature. Mais nous voulons comprendre sans intelligence. Nous voulons une action immédiate, une solution immédiate. Et le problème devient de plus en plus grave. Vous n'avez pas vu un homme qui a un cœur vide. Comment est votre visage à admettre et comment produis-tu des enfants laids et immatures? Et pourquoi il ne leur donne pas d'affection, ils restent immatures toute leur vie? Regardez vos visages dans le miroir. Voyez comment ils sont sans forme, vagues. Vous avez un cerveau à étudier et dépendez du cerveau. L'amour n'est pas une simple pensée. Les pensées ne sont que l'action superficielle du cerveau. L'amour est plus profond, beaucoup plus profondant. Et la profondeur de la vie ne peut être découverte qu'en amour. Sans amour, la vie n'a aucune signification. Et c'est le côté douloureux de notre existence. Nous avons vieilli sans mûrir. Nos corps deviennent vieux, obèses et laides.
et nous restons incapables de penser. Nous lisons et parlons du parfum de la vie sans jamais le savoir. Prenez soin de la lecture et de la verbalisation. Cela indique une absence totale de ce cœur qui enrichit la vie. Et sans cette qualité appelée amour, vous pouvez faire ce que vous voulez, entrer n'importe où,